Donc, j'ai intitulé ma présentation « Les émissions d'ammoniac en élevage de ruminants, enjeux, contributions par poste et pistes d'action ». Donc, il y a certainement des choses qui vont se répéter un petit peu de ce qu'on a vu ce matin. Tout d'abord, une petite introduction qu'on a déjà vue avec les évolutions entre 90 et 2015 pour un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Donc on l'a vu, la France est le deuxième pays émetteur d'ammoniac en Union européenne. Et, je rappelle aussi que c'est le premier producteur agricole, donc il y a quand même des liens à faire aussi. En termes d'évolution, donc on l'a dit aussi, la baisse des émissions est sensible entre 90 et 2015. Si on regarde un peu la contribution des bovins à ces émissions, globalement sur les plus gros pays européens, les bovins se retrouvent dans une fourchette de 40 à 50% de contribution. Voilà. La présentation que je vais faire va donc essentiellement s'axer sur des exemples bovins, puisque c'est une des plus fortes contributions. Et je vais commencer tout d'abord par rappeler les particularités de l'élevage bovin français. Ensuite, j'aurai un deuxième point où on mettra où ont lieu les émissions sur un élevage bovin, et enfin donc, les leviers d'action qu'on peut actionner. Tout d'abord, une carte qui reprend un peu l'évolution et la localisation du cheptel d'herbivores, donc exprimé en unités gros bovins. Alors, c'est pas forcément d'aller chercher les chiffres, on va pas forcément voir. Mais l'idée là, c'était de dire que oui, l'élevage herbivore, il est présent sur tout le territoire français. Il n'y a quasiment aucune zone qui est épargnée par les bovins, enfin par les herbivores. Ensuite, une carte qui reprend un peu les différents reliefs de la France pour montrer aussi la diversité des reliefs qu'on retrouve en France, qui sont très diversifiés en passant par des massifs montagneux à des zones de plaine, des zones de plateau. Tout ça conduit à des systèmes d'élevage qui répondent à une diversité et une complexité, car les systèmes herbivores sont grandement liés aussi au sol. Si on regarde la composition de l'alimentation des animaux, on voit que plus de 90% de l'alimentation des animaux est produite sur la ferme. Et donc ça engendre la réponse système d'élevage herbivore lié au sol à une grande diversité de systèmes d'élevage. Ce qui fait que voilà, on a cette complexité en lien avec la diversité. Dans la première diapositive que je vous ai présentée, on voyait la baisse drastique aux Pays-Bas, qui était de pratiquement 70%, alors qu'en France, on était à 6%. Si on prend une comparaison un peu de l'élevage bovin laitier hollandais par rapport à l'élevage bovin laitier français, on voit bien que, on a un grand écart en fait entre les deux. C'est un peu la France et la Wallonie que nous a présenté le collègue la Wallonie et la Flandre qu'on a vu ce matin en fait, la France et les Pays-Bas, avec par exemple une intensification laitière à l'hectare de 13,5 tonnes aux Pays-Bas contre 4,2 en France. Un cheptel, un nombre de vaches laitières de 83 pour une surface de 49 hectares aux Pays-Bas, alors qu'en France on est à 60 vaches laitières sur une exploitation moyenne et 95 hectares de SAU. Donc tout ceci, en parallèle, c'est pareil, l'alimentation est complètement différente. On a une alimentation qui est très diversifiée et très liée au sol en France, alors qu'aux Pays-Bas ce n'est pas le cas. Sur les types de bâtiments, aux Pays-Bas, ils sont essentiellement basés sur des bâtiments caillebotis, le jet de caillebotis qui vont produire du lisier, alors qu'en France, on va se retrouver avec des bâtiments qui sont très diversifiés, qui répondent un peu à la disponibilité en paille, les contraintes d'être dans une zone de montagne, qui répondent à des choses très différentes, ce qui fait qu'on va avoir une diversité d'effluents aussi. Et à noter, 80% des effluents bovins français sont des fumiers. Donc en termes de gestion, derrière, ça a une influence. Donc maintenant, je vais passer un peu à la suite. Donc où ont lieu les émissions ça, ce sont les chiffres du CITEPA. On
donc ça c'est pareil, Étienne l'a un peu évoqué, 42% des émissions d'ammoniac sont en lien avec les bovins. Maintenant, oh là là, il y a un problème avec la diapositive, pardon. En gros, je vais reprendre les chiffres, les valeurs. Donc en haut, vous allez retrouver le bleu clair, c'est la pâture. C'est-à-dire que 15% des émissions bovins sont en lien avec le post-pâturage. C'est-à-dire que quand les animaux sont à la pâture. Ensuite, le deuxième poste, donc en partant du haut, en allant vers le bas, le deuxième poste, c'est l'épandage. 34% des émissions sont en lien avec l'épandage des déjections de bovins. Enfin, la troisième partie, c'est le stockage. Donc il y a 25% des émissions qui sont en lien avec le stockage et 27% avec le bâtiment. Globalement, le message qu'il faut retenir, c'est que 85% des émissions sont en lien avec la chaîne de gestion des effluents, donc bâtiment, stockage et épandage, et 15% la pâture. Donc ça, ce sont les données issues du CITEPA pour les données inventaires 2015. Donc le message clé à retenir ici, c'est que la gestion des effluents est clairement un poste clé pour les pertes azotées. Donc maintenant, je vais passer à la troisième partie, donc sur la partie levier d'action. Tout d'abord, on peut agir donc aux principaux postes qu'on a vus. Le premier lieu, c'est l'alimentation. Donc voilà, je vais pas donner une liste exhaustive de toutes les pratiques qui existent. On a bien vu la diversité des systèmes. Il n'y a pas une pratique miracle. Ça a déjà été un peu évoqué aussi ce matin. C'est quelques exemples. Donc je donne un peu les grandes idées dans cette partie-là. Donc l'idée, c'est d'agir sur l'alimentation pour limiter les rejets. En effet, pour permettre une meilleure efficience d'utilisation des nutriments azotés dans la ration. On peut notamment s'orienter vers des rations déjà équilibrées en azote, mais ce sont déjà des choses qui se font. Certains systèmes peuvent aller vers des rations, ce qu'on appelle bas azote. Ensuite, l'idée, c'est de faire correspondre les besoins et les apports. On a des outils qui apparaissent, donc notamment via l'alimentation de précision. Il y a également l'urée du lait, donc pour les systèmes laitiers qui sont souvent faits quand il y a des contrôles laitiers ou lors de la collecte du lait. C'est un outil qui est encore assez peu utilisé et il y a des travaux en cours pour que cet outil devienne un peu un outil de pilotage de l'excrétion azotée et potentiellement de l'alimentation azotée aussi. Et enfin, un autre point, donc on a vu sur les proportions, le pâturage pèse 15% dans les inventaires nationaux pour la partie bovin, alors que les animaux pâturent en moyenne 165 jours pleins, donc ça représente une part d'azote assez importante. Donc promouvoir le pâturage pour la partie limitation des émissions d'ammoniac est un atout aussi. L'herbe est un fourrage équilibré. En termes d'abattement, je n'ai pas donné de chiffres parce que c'est variable selon la situation de départ. L'idée à retenir, à mon avis, c'est de se dire que si on limite l'azote sorti au cul de la vache, en gros, si on risque de moins en perdre par la suite. Donc on va passer ensuite à la partie bâtiment. Agir sur le bâtiment, donc je l'ai évoqué un petit peu, il y a une multitude de types de bâtiments, il y a une multitude d'effluents. On passe de fumier très compact à fumier compact, on peut en faire une liste un peu à l'après-vert. Je donne là encore des grandes idées, de grandes pistes. Il y a des choses qui se font, je ne suis pas forcément allée dans le détail, donc si besoin, on pourra y revenir pour les temps des questions. La première idée, donc, c'est limiter le temps de présence des effluents, potentiellement via une évacuation fréquente et efficace des déjections. Donc, à savoir, selon le type de bâtiment, quand on a un racleur automatique, c'est déjà des choses qui se font en élevage. La fréquence n'est pas toujours la même selon les élevages, mais elle est au moins faite 2 fois par jour. Après, sur l'efficacité de raclage, il y a encore des choses à améliorer. Pour l'instant, il y a peu de fournisseurs qui proposent des pièces d'usure sur les racleurs des bâtiments vaches laitières et autres d'ailleurs. Mais c'est des choses qui, à mon avis, sont à envisager par la suite pour éviter en gros d'étaler la merde sur le sol
pour faire simple. Ensuite, donc limiter les échanges avec l'atmosphère, hein, c'est un peu la même idée que l'idée précédente. Donc, bien, je viens de dire, via le raclage efficace, potentiellement via un paillage adéquat selon le type d'effluent. Et il y a selon le type de bâtiment que l'on a, il y a des différents types de sols qui peuvent exister, mais sur des caillebotis, ce sont des choses qui se font plus aux Pays-Bas qu'en France pour l'instant, mais il y a des caillebotis anti-ammoniac qui limitent justement l'échange d'air entre le bâtiment et la fosse qui est présente sous les caillebotis. Et donc enfin, il y a des pistes aussi pour limiter le mélange urine-fesses. Donc on a des sols avec pente en V qui commencent à se développer, où on a une gouttière centrale qui récupère les urines et qui permet de limiter le mélange entre l'urine et les fesses, qui a des conséquences, quand on mélange l'urine et les fesses, on produit de l'ammoniac. Donc voilà pour cette partie. En termes d'abattement, ça ce sont des choses de la littérature, hein, c'est pas forcément des essais qui ont été menés en France. On a des abattements, des réductions donc, qui vont de 0 à 30% selon les sources et les situations. Donc, c'est toujours pareil, ce sont des chiffres à prendre un peu avec des pincettes malgré tout. Sur la partie agir sur les conditions de stockage. Du coup, pour les lisiers, l'idée générale est toujours la même, c'est limiter le contact air-effluent. Pour les lisiers, une croûte naturelle peut permettre de limiter l'échange d'air et avec le lisier. La couverture des fosses est d'autant plus efficiente que la croûte naturelle. Mais sur nos systèmes en bovin, c'est vrai qu'on a souvent de l'apport de la paille dans nos bâtiments, et ce qui fait qu'on a toujours un matériau litière qui a tendance à former une croûte sur le dessus. Donc tout dépend après des pratiques que l'on a en termes de brassage. Les abattements retenus dans la littérature par rapport à ces deux pistes d'action, donc la croûte naturelle, c'est un abattement de 50% en moyenne qui était retenu dans l'étude de 2013 faite par le CITEPA à l'époque. Et la variation qui était relevée était de 20 à 80%. Donc ça montre un peu aussi, selon dans quel cas on se trouve initialement, on n'a pas forcément les mêmes taux de variation. Ensuite, la couverture de fosse, on est à 81% avec une couverture de fosse PVC. Voilà. Donc ensuite, sur la partie épandage. L'épandage, donc pour les lisiers, favoriser une bonne reprise en amont pour permettre l'épandage par tonne équipée, surtout quand on a beaucoup de matériaux de litière, peut faciliter l'utilisation de rampes à pendillard ou encore d'enfouisseurs ou d'injecteurs. Voilà, ça reste des investissements qui sont conséquents, ça peut avoir des impacts sur les débits de chantier et je l'ai déjà dit, mais il peut y avoir des difficultés de bouchage en lien avec le matériau litière que l'on a initialement. Les abattements via ces matériaux vont de 40 à 80% en comparaison de l'utilisation d'une buse palette. Pour les fumiers, en fait, on l'a déjà un peu évoqué, il n'y a pas vraiment de matériel d'épandage qui permet de limiter le contact air et fumier. Par contre, ce qui est quand même à relever, c'est que c'est un effluent qui présente un taux d'azote ammoniacal quand même plus faible que le lisier. Vous pouvez le voir sur le tableau qui se trouve là, on est à 50%, à moins de 50%, mais, enfin aux alentours de 50% pour un lisier de bovin, quand on est entre 5 et 10% pour un compost ou un fumier de bovin. Donc on peut agir sur le matériel d'épandage, mais on peut aussi agir sur le délai d'incorporation, et là c'est valable pour les lisiers et les fumiers. Forcément, quand on est sur terre cultivée, sur une prairie, on ne va pas aller incorporer le fumier alors que la culture est en place. Donc l'idée c'est quand même d'avoir une incorporation la plus rapide possible dans le sol pour limiter les pertes d'azote. Et lorsque l'on couple un pendillard et une incorporation, on peut aussi limiter d'autant plus les pertes. Donc là, juste en illustration, quand on fait une incorporation dans les 6 heures, l'abattement varie entre 50 à 60%. Quand on est dans les 24 heures, on diminue par 2 l'abattement. On est entre 30 et 45%. Donc j'arrive à ma conclusion. La diversité des systèmes herbivores, donc ça c'était mon introduction, est une richesse pour maintenir, entretenir la diversité des paysages français.
pour le maintien de la typicité des produits alimentaires. On est reconnu pour nos fromages et la diversité de fromages, et je pense qu'elle est aussi en lien avec la diversité des systèmes. Cependant, cette diversité, donc en lien avec les différents systèmes d'alimentation, les types de bâtiments, elle est complexe et difficile à caractériser, contrairement à des systèmes de production qui sont parfois plus standardisés, comme l'exemple que j'ai montré des Pays-Bas. Et donc l'optimisation des cycles des nutriments doit être envisagée à l'échelle de l'élevage et ou du territoire auquel il appartient. Et donc il est important de mesurer l'effet d'une action sur tous les postes afin de limiter les pertes et les transferts de pollution éventuels. En ouverture, voilà, je voulais aussi préciser qu'en termes de recherche plus ou moins appliquée et de conseils, donc il est nécessaire d'affiner les méthodes de mesure en élevage, d'affiner les facteurs d'émission et leurs incertitudes, parce que dans les incertitudes qui sont utilisées, les facteurs d'émission dont on a parlé, qui sont utilisés pour les inventaires d'émissions, c'est 90% d'incertitude autour de ces facteurs-là. Donc voilà, on a encore besoin d'améliorer la connaissance et les méthodes de mesure, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui. Je voulais le rappeler. Parce que ça nous permet de mieux comprendre les processus biologiques et du coup d'expliquer un peu plus pourquoi on a plus ou moins d'émissions selon le type de bâtiment, le type de déjection, etc. Et aussi d'être en mesure de pouvoir fournir des références qui sont propres à nos systèmes français, qui n'est pas forcément actuellement le cas. Et enfin, donc, d'accompagner, ce qui est à mon avis le point le plus important, mais les éleveurs dans le déploiement des bonnes pratiques et l'appropriation des enjeux de la qualité de l'air. Merci pour votre attention.